1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Masters pour Novak Djokovic, record en Grand Chelem, record de semaine en tant que numéro 1 mondial, record d'année en tant que numéro 1 mondial. Novak Djokovic a officiellement terminé le jeu ce soir au Masters. Merci à tous d'avoir participé, c'était super. On s'est bien amusé, ça a duré comme quelques années cette histoire, mais voilà, le jeu est terminé, c'est officiel, c'est Novak Djokovic qui l'a remporté. Novak qui continue de dévorer la nouvelle génération, vraiment... il y a des matchs de temps en temps, la finale de Wimbledon contre Alcaraz, il y a eu match, mais globalement, il est encore bien au-dessus, au niveau mental, au niveau de la compacité. Il arrive à gérer les temps faibles d'une manière absolument cosmique, on peut le dire, et surtout, là, soyons sérieux, il ne montre absolument aucun signe de déclin, ou presque, à 36 ans. Donc on peut imaginer que ce gars a encore, à minima, 2 énormes saisons dans les jambes. Moi je pense qu'il en a vraiment 2, peut-être, 3-4 grands chelems supplémentaires au minimum. Donc là il en a 24, si on rajoute 4, 5, 6, il peut potentiellement terminer à 10 grands chelems de plus que Roger Federer, ça n'a aucun sens. Et aussi un point important dans cette introduction, et ce qui me sidère, c'est son niveau moyen. Il a un niveau moyen qui est intouchable, quasiment, et il peut survivre au temps faible, il peut survivre aux périodes un peu plus difficiles dans les rencontres. On l'a vu lors de la deuxième manche face à Alcaraz en demi-finale, d'une meilleure façon que les autres, et je pense que c'est ça qui fait la grande différence. On va donc faire une vidéo bilan, on va revenir sur le tournoi, je vais isoler Djokovic et Sinner dans un deuxième temps, il y aura juste quelques petites palettes tactiques pour se terminer en beauté, mais avant ça, un petit mot du sponsor de la vidéo. Mon très cher Goth, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Mais alors, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel super utile qui te promet une navigation blindée sur internet. En gros, CyberGhost VPN te protège du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en ligne en cryptant efficacement tes données. En plus de ça, grâce à CyberGhost VPN, tu peux accéder à du contenu géobloqué, c'est-à-dire que tu peux regarder Wimbledon sur la BBC gratuitement depuis la France sur un serveur anglais. Je te dis ça, petit tuyau, garde-le pour toi. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon. Tu peux aussi t'offrir par exemple YouTube Premium pour 1,50€ par mois en te connectant à une IP argentine, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et te donne un accès illimité à YouTube Music. Ils ont en plus une politique très stricte, pas de collecte ni de partage de tes données. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour que tu puisses faire croquer ta famille, tes amis et ton voisin. CyberGhost VPN est disponible sur Android, sur iOS, sur Windows, sur toutes les plateformes que tu veux. Il est utilisé par 38 millions de personnes. Il a 5 étoiles également sur Trustpilot, c'est donc l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. C'est la régalade. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te propose leur meilleure offre, seulement 2,03€ par mois, plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. Alors n'hésite pas mon très cher Goth, et fais-toi plaisir. Allez, commençons avec le bilan du tournoi, comme d'habitude, on va faire vite. D'abord, j'ai pas mal apprécié le public moi sur cette semaine, je trouve que le public italien a été bien mesuré au niveau de son supporterisme. Alors la finale, là évidemment Sinner Djokovic, ils ont essayé un petit peu de se mettre dans l'ambiance entre la première et la deuxième. Il y a même eu une baston apparemment dans le premier set, mais je trouve que voilà, la ligne elle a été très rarement franchie et même les joueurs adverses étaient encouragés, supportés. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Daniil Medvedev après sa défaite en demi-finale face à Sinner. Il a dit qu'il avait apprécié le public et pourtant on sait que le russe peut avoir une relation un petit peu conflictuelle avec le public du monde entier. Un tournoi du coup qui trouve particulièrement bien sa place en Italie, je trouve, qui prend la succession de manière remarquable de Londres. Londres, j'ai eu la chance d'y aller à 2 reprises pour voir les matchs du Masters, 2 matchs du Masters au total, et c'était super bien organisé, quoi. C'était vraiment impressionnant. Alors là, j'ai pas encore eu la chance d'aller à Turin, mais ce qu'on peut observer déjà depuis la télévision, c'est que c'est super bien organisé. C'est signé jusqu'en 2025, et a priori, il y a des petits bruits de couloir là, ça bruisse que ça viendrait s'étendre jusqu'à 2027, donc c'est une excellente nouvelle. Je trouve que c'est bien qu'on protège le Masters en Europe. À ce stade de la saison, la majorité des joueurs sont européens dans cette compétition. Alors, pour revenir sur le tournoi en tant que tel, sur cette édition 2023, qu'est-ce qu'on peut dire? 2-3 bons matchs. Dans l'ensemble, on a eu le Sinner Djokovic en poule, qui est extraordinaire, qui est l'un des 6-7 meilleurs matchs de la saison, Grand Chelem confondu. On a eu également le Novak Rune, qui a été assez sympa je trouve, mais on peut le regretter, et c'est toujours un peu le même écueil au Masters, c'est qu'on est en fin de saison,
et on a des joueurs qui sont émoussés physiquement, qui sont mentalement complètement à la rue, quoi, c'est la débandade. On peut penser à Andrei Rublev qui a vraiment montré d'énormes limites mentales lors de ce tournoi. Tsitsipas au niveau physique, même Medvedev dans le 3e set face à Sinner, tu sens que le corps commence à couiner très largement. Sinner aussi sur cette finale face à Novak. Il n'avait pas les temps de réaction, il n'avait pas les reprises d'appui aussi dynamiques, aussi tranchantes que sur ses matchs précédents. Donc c'est normal, la saison elle est longue et Novak peut mieux s'organiser que les autres, hein, parce qu'il n'est pas obligé de jouer tous les Masters 1000 grâce à une petite dérogation. Il a coché les 3 critères en gros, hein, pour pouvoir faire l'impasse sur les Masters 1000, donc ça lui permet d'organiser sa saison autour des grands chelems et autour de ces événements très importants. Il sera d'ailleurs à la Coupe Davis d'ici quelques jours. Donc si on doit donner une note à ce tournoi, pour moi c'est un 5 sur 10, c'était un tournoi globalement correct. On a vu quelques bons matchs, mais je dirais quand même que la majorité des matchs étaient globalement décevantes, et ce qui s'est passé à partir des demi-finales, globalement, on a un petit peu rompiche quand même, soyons très clairs. On enchaîne avec donc le premier joueur de cette analyse, Novak Djokovic. Quelle montée en puissance absolument exceptionnelle lors de ce tournoi, mais aussi à partir de Paris-Bercy. Alors j'ai été nuancé par rapport à sa performance à Bercy, je trouve que c'était, pour le dire bien, cousu main, très pragmatique, il n'était pas du tout à son meilleur niveau. Son meilleur niveau justement il l'a retrouvé là contre Alcaraz et contre Yannick Sinner. Il est qualifié également en demi-finale, bien aidé par Sinner, hein, qui n'était pas obligé de se dépouiller face à Holger Rune. Sinner qui remporte ses 3 matchs, du coup ça qualifie Djokovic, et on était quasiment tous à se dire, parmi les fans de tennis, oh là là, petite erreur hein, quand même de permettre à Novak de passer en demi, même si bon, c'est tout à son honneur, et il a montré qu'il avait un caractère de champion à se dépouiller face à Rune. Mais tu qualifies Novak, et derrière tu sais que il y a de grandes chances que tu le retrouves en finale, et ça va pas du tout être la même musique. Donc pour revenir à Novak, il a pique au bon moment, et j'ai envie de dire, comme toujours. C'est ça qui est hallucinant avec lui. À chaque fois, en demi-finale, en finale, souvenez-vous de la finale de l'Open d'Australie 2019 face à Rafa. Il le ventile, il le disperse. Parce que ce gars, il a cette capacité physique, mentale, technique. Quand ça compte, les finales, il dégage une sérénité ahurissante. Alors oui, c'est toujours Novak, oui, il y a toujours un peu les coups de sang, oui, il y a les rapports de force avec le public, il peut s'énerver, il peut péter des raquettes, mais ça, à la limite, c'est un comportement qui vise à la performance. Mais globalement, dans son langage corporel, je trouve qu'il est super apaisé, quoi. Il est vachement serein, très maître de son tennis et de ses émotions, et je pense aussi que le fait que ça ait vachement bien cliqué pour lui à partir des demi-finales, là, au Masters, ça engage une certaine forme de sérénité. Tu sais que tu joues ton meilleur niveau et que voilà, quand Novak est à 80-90%, tu peux pas vraiment aller le test, surtout sur une surface comme ça, et je vais vous expliquer également ce qu'il a produit sur cette finale. Alors là maintenant, comme je l'ai dit en intro, il a terminé le jeu, il a quasiment tous les records, il lui manque le nombre de titres de Jimmy Connors, mais je pense que voilà, c'est un objectif qui reste tout à fait accessible pour lui, même si Novak, vu qu'il a tendance à se concentrer sur les 1000 et sur les grands chelems, c'est pas encore fait, quoi. Il va peut-être falloir farmer un tout petit peu les 500 et les 250, mais ça, ce sera peut-être dans un dernier temps dans sa carrière, si nécessaire. Et donc là, désormais pour lui, l'idée c'est de protéger ses records. Il a tout battu, ou presque, donc il va falloir continuer à grappiller, empiler les grands chelems, empiler les semaines. Il est dans cette logique-là, et vraiment, j'insiste sur ce point, mais dans la création du pic de forme, dans la récupération, dans l'alimentation, on peut imaginer qu'il y a des sommes colossales qui sont investies dans ça, dans la médecine, dans les gains marginaux. Évidemment, il bénéficie de moyens et de connaissances qui sont au-dessus des autres. Lui, vraiment, s'il faut dépenser, par exemple, je sais pas, 1 million pour faire une recherche sur tel ou tel produit, il est capable de mettre ça sur la table. On a son fameux œuf de récupération aussi qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Évidemment, le top 100, le top 120, il peut pas se permettre d'acheter ça. Mais ça, c'est pareil dans tous les sports. Il y a de très grandes différences entre les top players qui peuvent se permettre certaines choses et les joueurs un peu plus reculés au classement. Voilà, tout ça pour dire que Novak, il s'inscrit dans la lignée, dans la création de Ivan Lendl à partir des années 80, qui a modifié, qui a vraiment transformé en profondeur le tennis et la préparation en tennis. Ce qu'il faut dire aussi, et je reviendrai là-dessus dans une vidéo finale de 2023, c'est qu'on a des performances physiques, athlétiques, qui sont rarement, voire jamais vues pour un joueur de son âge, au niveau de la souplesse, au niveau des reprises d'appui, son endurance également qui semble absolument infaillible. Il fait plier la jeune génération physiquement, et ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous interroger.
on peut pas s'interroger sur Rafa, on peut pas s'interroger sur Roger 2017 et pas s'interroger sur Novak. On est obligé d'avoir un traitement quand même nuancé, prendre de la distance aussi, on n'est pas non plus des perdreaux de l'année, on n'a pas 12 ans et demi, on en a vu d'autres dans le sport, donc ça aussi c'est important de garder ça bien en tête. Un mot sur Sinner, désormais une fin de saison en boulet de canon, mais il s'est fait rattraper par le boss final ce soir, dis donc. Bah ouais, c'est pas pareil hein, de jouer Novak Djokovic en finale d'un tournoi majeur et d'autres joueurs, même si Novak a montré quelques petits signes de fébrilité dans le deuxième set. Mais voilà, comme on pouvait s'y attendre, il y a tous les efforts hein, qui ont été payés là, et au niveau physique, au niveau mental, c'était pas le Sinner qu'on a vu ces dernières semaines, très clairement. Physiquement touché par tous les efforts fournis, ça s'est vu, mais aussi dépassé par le tennis implacable de Novak, particulièrement dans le premier set. Novak qui a été absolument étourdissant dans ce set, trop tendre, malheureusement pour l'intérêt du spectacle, dans la deuxième manche, alors que Novak avait entrouvert la porte subrepticement, et là, l'objectif et la direction désormais pour Yannick, elle est limpide en 2024. Essayer d'aller taper une première finale en majeur. Il a fait une demi-finale à Wimbledon cette année, mais en battant simplement au mieux le 72e mondial. Donc il va falloir se taper des grands matchs en deuxième semaine, battre les gros joueurs. Donc ça va être la nouvelle étape pour lui, impérative. Et dans un deuxième temps, se rapprocher de la place de numéro 1 mondial. Là, on a Novak, Alcaraz, Medvedev. Eh bien, pourquoi pas passer 3, passer 2. Voilà, c'est difficile, évidemment. Les étapes passer de 10 à 4, déjà, c'est énorme. Mais là, il y a encore quelques petites étapes à franchir. L'air se raréfie à ses hauteurs. Et on l'a encore vu tout à l'heure. Allez, on attaque l'analyse en profondeur de cette finale du Masters. Et commençons par le niveau jocosmique de Novak. Et surtout, un point qui a été essentiel, c'est la longueur de balle. On l'a déjà vu face à Alcaraz en demi-finale, quand il joue aussi long, profond. Alors là, sur cet échange, c'est incroyable. Vous avez quoi, 10, 12 frappes? Et plus il frappe, plus ça se rapproche de la ligne. Il y a une précision qui est diabolique. Et tu ne peux rien faire quand tu es Yannick Sinner. Tu es à 1 mètre de la ligne de fond, de la baseline. Et tu peux pas créer. Tu peux pas avancer. Tu subis en fait les coups de boutoir de Novak, qui est en plus très puissant désormais avec son haut du corps. Et tu ne peux absolument rien faire. Alors oui, il y a rien de flamboyant de l'absolu. Mais c'est quasiment impossible à faire. C'est impossible d'avoir cette régularité dans la longueur, cette constance dans la longueur. Il y a quasiment que lui qui a réussi à produire ça dans l'histoire du jeu. Le break va intervenir par conséquent très vite dans cette opposition dès le 4e jeu. Mais là, juste avant, t'as un challenge. Yannick, pourquoi tu l'utilises pas? C'est un peu bizarre. Donc, erreur de sa part, mais aussi, je trouve, cette semaine, les juges de ligne, ça n'a pas été top. Hein. Alors, je suis pas non plus un énorme défenseur de l'automatisation à outrance. Mais bon, là, il s'est un petit peu fait carotter. Vous avez la ref, vous avez le jeu de mots. Un autre élément qui a fait que Novak a été intouchable pendant un set et demi, c'est son coup droit. La puissance, la lourdeur absolue de ce coup. Alors là, que ce soit en +1 derrière son coup droit ou à l'échange, il est capable avec un équilibre du corps. Regardez-le, hein, il est en lévitation. C'est ça aussi avec Novak qui est impressionnant, c'est la tenue du corps, c'est l'équilibre global. Et pour fermer ce package, qualité de service démoniaque. Surtout dans la première manche, tenez-vous bien, 7 ace. Alors, franchement, tout ce que tu veux, hein, au thé. Ok, tu veux du thé? Ok. Tu veux de l'extérieur? Ok. Tu veux du kické? Ok. Il maîtrise tout. Goran dans le box, il est comme ça en train de se friser la moustache. Et on a 2 points perdus simplement sur son service, sur la première manche. C'est n'importe quoi. À la fin du premier set, le public qui a essayé de jouer sa partition, qui a commencé à chahuter entre la première et la deuxième balle de Novak, et sur le point, juste après le point suivant, Novak qui va le remporter, faute en longueur de Sinner, et ça aussi t'as pas le droit du côté de Sinner, tu dois garder la balle en jeu, tu dois gagner ce point pour essayer de faire monter un peu la sauce. Et Novak, qu'est-ce qu'il fait? Il répond tout de suite au public, il éteint le public, et ça aussi c'est un des très grands talents de ce joueur. Le deuxième set, break d'entrée, on continue dans cette dynamique, Sinner qui explose physiquement sur les défenses extérieures en extension, on sent que c'est très difficile de garder la tenue du haut du corps, l'équilibre justement, la compacité. Les efforts fournis ces dernières semaines sont vraiment en train de se manifester à ce moment-là de la partie. Et même si Novak va continuer à sous les coups Yannick Sinner avec des retours de service aussi, on n'en a pas encore parlé, mais une longueur terrifiante. Et regardez Sinner qui arrive plus à faire les efforts, il n'arrive pas. Là, il va taper un revers à moitié à genoux dans la bande. Il va y avoir 3 balles de break pour Novak Djokovic, et puis peu à peu le serve, il va commencer à se tendre très bizarrement. Mais même s'il se tend, même s'il y a eu un petit relâchement dans ce 6e jeu de la deuxième manche, on est à 15-40, qu'est-ce qu'on sort? Un service gagnant. Une grosse banane en première sur le corps de Sinner qui doit faire mieux que ça. C'est pas sur le corps, c'est un tout petit peu à droite sur le revers.
il doit faire mieux que ça. Et je voudrais terminer l'analyse vraiment sur ce point. 2 volets caviardés de la part de Novak sur le jeu d'avant et sur ce jeu-là. On sent qu'il y a un mini-espace, mais Sinner n'a pas eu le talent, il n'a pas eu la lucidité, la présence d'esprit d'enfoncer ça. Et on peut pas s'empêcher de dire non plus que, bah ouais, si on a dit weak era pour Roger Federer au milieu des années 2000, alors qu'il était dans son prime, je suis désolé. Sinner, ok, il est très bon, il y a un gros potentiel, mais c'est pas un Golgoth encore. Un monstre du jeu en face de Novak, il aurait su exploiter ça. Et je pense que même qu'un très bon Alcaraz aurait pu retourner un poil la situation et pourquoi pas emmener ce match dans un 3e set. Donc Sinner, il voit clairement le travail qui lui reste encore à effectuer. Et nous, bah, on peut constater aussi que Novak, largement encore au-dessus de la mêlée, mais peut-être une concurrence encore un peu verte. Alors j'ai une superbe annonce à vous faire, on se retrouve d'ici quelques jours, je vais laisser un peu respirer, voilà tout ça, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin de me poser, de bien réfléchir à ce qui s'est passé cette saison, et je vais vous proposer d'ici quelques jours une vidéo l'état du tennis en 2023, elle fera suite à l'état du tennis en 2022, je vais essayer de faire une vidéo posée, longue, avec tous les éléments à disposition pour bien réfléchir sur ce qui s'est passé en 2023, ça me semble impératif de le faire et de vous proposer peut-être une réflexion, des nuances que vous voyez pas forcément ailleurs. On va essayer d'aller le plus loin possible dans la réflexion. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la pousser, la partager autour de toi et à t'abonner. Et je te laisse avec un dernier mot du sponsor, c'est contractuel. Et voilà, on a bientôt terminé cette saison. Je t'embrasse, j'espère que tu l'as kiffé sur Service Voled. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'offre grotesque de CyberGhost VPN, exclusivement réservée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera tes données et te donnera un accès illimité à tout le contenu géobloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois. Simple à utiliser et ultra sécurisé, tu peux aller tout de suite vérifier par toi-même.